Je pense que Martine, ce qu'elle avait prévu, c'est de répondre et d'aller un peu plus loin à partir de ce que tu viens de nous présenter. Martine, je te laisse la parole. Merci tout le monde. Tu es en sourdine, chère Martine. OK, donc merci Lise. J'espère que j'aurais dû savoir si je demande à Olivier de parler avec moi, de réduire en 8 minutes, Olivier, c'est difficile. Donc j'ai quand même au moins 30 minutes ici, si on me permet. Donc, mais premièrement, je voudrais remercier toute l'organisation de la REPAD et de tous les commandites pour ce colloque ici qui est extrêmement important dans ce qu'on vit présentement à l'ère du COVID, à l'ère du numérique. Et puis, c'est ça. Et moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine Pellerin. Je suis professeure au Campus Saint-Jean à l'Université de l'Alberta. Je suis aussi vice-doyenne à la recherche et l'innovation et un de mes mandats, c'est vraiment tout l'innovation en termes de la technologie et de la pédagogie. Et ma collègue ici, Lise, est aussi dans ce mandat-là. Donc, on travaille ensemble aussi sur ceci. Et je dois indiquer que j'ai enseigné en immersion française de la maternelle jusqu'à la 12e année pendant plus de 20 ans. Donc, j'apporte ce bagage ici. Et donc, je fais aussi de la recherche. J'enseigne, je fais de la recherche, l'administration, un peu de tout, quoi. Et puis, donc, et c'est ce que je vais présenter, on est presque cet après-midi, on est encore dans la matinée. Donc, c'est aussi le produit d'une recherche-action que j'ai entamée avec des enseignants et toute une équipe aussi concernant l'enseignement en ligne selon un modèle hybride en ligne. Et je trouve que la présentation d'Olivier va faire vraiment un très bon lien avec l'approche que je propose et qui n'est pas nouvelle en soi, mais qui a des nouvelles finalités en raison du contexte durant la pandémie. Et puis, toutes les nouvelles technologies qui ont évolué, toutes les nouvelles réflexions qu'on a eues aussi à ce sujet-là. Donc, sans plus tarder, on voit bien mon écran, Lise? Non, si tu veux bien partager ta présentation. OK. Donc, j'y vais avec ceci. Et là, c'est mieux? Parfait, Martine. OK. Le son est bon. Donc, je dois mentionner aussi, et donnez-moi juste un instant, je vais mettre... Bon. OK. Comme j'ai dit, c'est toute une équipe ici. Et donc, je voulais vraiment honorer tout le travail de mes collègues, des enseignants, des conseillers et conseillères pédagogiques et technopédagogiques aussi. Donc, enseignement hybride en ligne, l'émergence de pratiques pédagogiques innovatrices, engageantes et inclusives. Donc, j'aime toujours avoir mes petites blagues. Dans mes cours, je commence toujours avec ceci. Donc, l'humour, certains en ont parlé dans les présentations antérieures, très important. Donc, et ça fait un très bon lien avec ce que je vais présenter aussi. Donc, my teacher told me to read for an hour a day, do Facebook in text message count. And also, your project today is to find an internet video of someone building a chair. So, on enchaîne avec le suivant de la présentation. Et donc, il y a deux mouvements. Le premier, ça va être l'aspect théorique et par la suite, l'aspect vraiment pratique, où est-ce que c'est le résultat avec des exemples très, très, très concrets des enseignants. Donc, le passage soudain en ligne, l'enseignement en ligne à l'ère de la COVID, ce qu'est et n'est pas l'approche hybride en ligne. Pourquoi adopter une approche hybride en ligne? Les trois présences, comme Olivier l'a présenté, et l'émergence d'un écosystème. Et puis, la deuxième partie, c'est vraiment cette recherche-action-là. Donc, on va regarder des exemples pratiques. Puis, une dernière réflexion, parce qu'il y a tellement de changements, on est en constante évolution. Le monde est très complexe et on évolue constamment, on se transforme constamment. Donc, on va toucher brièvement à cet aspect-là aussi. Donc, comme j'ai dit, tout le monde le sait,
Ça n'a pas été facile. Au printemps passé, on était en pleine pandémie et puis là, c'était la panique aussi, la tension, le stress. On a passé des modalités présentielles en ligne. Les enseignants n'étaient pas préparés. Les élèves étaient très peu préparés, mais étaient beaucoup plus flexibles parce qu'on sait très bien que les enfants avec la technologie sont beaucoup plus agiles. Ça veut dire qu'ils sont capables de s'adapter. Agilité vient de cette habilité d'être capable de s'adapter facilement. Et il y avait toute cette nouvelle réalité-là pour les parents aussi. Donc, les parents ont dû être très, très présents aussi dans l'apprentissage en ligne. Donc, il y a eu plein de défis aussi. Mais malgré ces défis-là, c'est un petit peu avec ce que la présentation qu'Olivier nous a partagé, c'est qu'il y a des choses qui évoluent, puis il y a aussi des choses très positives. Puis une des choses qui est très positive avec le COVID, qu'on l'a vu, c'est que ça a vraiment forcé la transformation. Ça va accélérer la transformation à la fois pédagogique et technologique. Et donc, il y a des nouveaux outils, des nouvelles possibilités. En anglais, on parle d'affordance, des nouvelles affordances qui nous permettent de mieux agir et puis de mieux faire. Et entre autres, c'est selon les 3 principes de la connaissance universelle qui vraiment visent un enseignement inclusif. Mais des nouveaux outils vont nous permettre de fournir des nouveaux moyens de représentation. Donc, au lieu de seulement le texte, l'écrit, 2 modalités, on va avoir plusieurs modalités, différentes façons qu'on peut présenter l'information à nos élèves. Les élèves vont pouvoir diversifier les façons avec lesquelles les étudiants peuvent exprimer ce qu'ils savent, donc différentes modalités qui vont pouvoir démontrer leur compréhension, leur connaissance. Puis le dernier principe, c'est qu'avec les nouvelles technologies, encore une fois, les affordances qui nous permettent, ils vont aussi favoriser un plus grand engagement de la part des élèves pour plusieurs raisons. Donc, ce que n'est pas l'approche hybride, puis donc je m'informe beaucoup de l'approche de Lebrun. Donc, je parle du premier niveau que Lebrun parle de la classe inversée. Puis je l'ai vu beaucoup au niveau de l'université, puis on l'a vu beaucoup aussi parce que les enseignants, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait beaucoup de vidéos, ils mettaient en ligne soit avec Moodle, soit avec Google Classroom ou d'autres outils D2L. Les élèves devaient regarder la vidéo de la prof pendant un certain temps, puis faire des activités asynchrones et tout ça. Donc, ce n'est pas ça. C'est vraiment pas cette approche-là où est-ce que c'est distinct. On a l'asynchrone et on a la synchrone et on a la synchrone d'une manière distincte où tout se passe asynchrone. Donc, ce n'est vraiment pas l'idée de hybride en ligne. Donc, hybride en ligne, c'est vraiment ce qu'on dit le meilleur des 2 mondes. Parce que les approches hybrides, il y en a énormément de différents modèles, mais l'idée, c'est un peu ce que Olivier nous démontrait aussi, c'est que c'est vraiment ce dialogue-là entre les modalités, cette intersection, cet écosystème-là entre les modalités. Donc, ça va être toujours un va-et-vient entre les classes virtuelles et les activités indépendantes, asynchrones et collaboratives. Et je veux juste mentionner que les activités asynchrones ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont en ligne. Ils peuvent être en ligne, ils peuvent être hors ligne, comme on voit ici des exemples à côté. Donc, c'est des activités que les élèves vont faire, mais des activités où est-ce qu'ils vont être vraiment engagés. Ils peuvent les faire seuls ou ils peuvent aussi les faire en collaboration. Donc, comme je dis, pourquoi adopter une approche hybride en ligne? Ben, il y a plusieurs raisons, mais je vais mettre l'emphase sur 3 raisons très importantes. Premièrement, c'est que la recherche au niveau des sciences cognitives et neurosciences nous permettent de mieux comprendre comment le cerveau fonctionne. Et parce qu'on sait, on a une meilleure compréhension de comment le cerveau fonctionne, donc on comprend mieux les processus d'apprentissage. Donc, ça, c'est extrêmement important.
Et comme, encore une fois, dans l'enseignement de la maternelle à la 12e année, et c'est la même chose à l'université, mais toutes nos pédagogies, nos approches sont vraiment fondées, ancrées dans la recherche. Et si vous n'avez pas lu ce livre-là, je vous conseille fortement. Et donc, ça revient encore une fois, et c'est à la fois, même c'est un prof au niveau de l'université, universitaire, puis c'est toute cette question-là de comment on voit l'apprentissage, mais certains éléments qui sont importants à suivre ici, c'est le rôle de l'engagement actif dans le processus d'apprentissage. Et encore une fois, avec la recherche du cerveau, on sait que l'apprentissage, c'est un processus actif, c'est un processus interactionnel, c'est-à-dire que l'interaction entre les autres doit être présente. Donc, l'utilisation des différentes modalités est importante aussi. Le rôle de la connectivité, on est déjà interconnectés. Donc, cette connectivité-là est extrêmement importante. On va le voir aussi pour l'aspect émotionnel. Le rôle du dialogue et de l'interaction sociale dans la négociation, la co-construction du savoir. Donc, le lien encore avec ce que Olivier a présenté tantôt. Puis le rôle d'un sentiment de contrôle, agency en anglais, dans le développement de l'autonomie. Quand l'élève a le sentiment qui est en charge de sa tâche, que sa tâche a un lien émotionnel direct avec lui, qui est tangible, qui comprend la tâche, qui comprend pourquoi il fait cette tâche-là. Donc, ça a tout un impact. Et le rôle, encore une fois, de l'aspect affectif de l'apprentissage qui a été malheureusement mis parfois de côté. Et un autre aspect, une autre raison, c'est que si vous connaissez les recherches de Dr. Attie de la Nouvelle-Zélande, donc pour lui, l'enseignant ou l'enseignante est un facteur prépondérant pour faire progresser les élèves. Donc, c'est extrêmement important, la présence enseignante, elle est là. Elle doit être là et pas juste comme de temps en temps, si l'élève a besoin. Vous allez voir que dans le modèle, il y a cette présence-là qui est toujours là. Et donc, elle est importante. Donc, favorise le climat de confiance, aide les élèves et soutient les élèves, établit les relations, établit les attentes, appuie aussi tout ce qu'on appelle l'accompagnement, l'échafaudage des étudiants. Puis il y a aussi tout l'aspect aussi de l'enseignement explicite, puis l'enseignement guidé, parce que l'enseignement explicite a vraiment sa place et l'enseignement guidé aussi, ou cibler les besoins spécifiques des élèves. La troisième raison, c'est vraiment l'importance de l'apprentissage socio-émotionnel et la connectivité. Donc ça, puis j'ai regardé certaines présentations, j'ai participé à certaines présentations hier, puis sur la santé mentale. Et ça, on a vu que pendant la pandémie, puis j'ai des collègues à Calgary qui ont travaillé sur cet aspect-là. Ce qu'ils ont vu, c'est que en fait, pendant la pandémie, pendant les cours en ligne, où est-ce qu'il n'y avait pas de classe virtuelle, où il y avait très peu de connexion, c'était seulement asynchrone, il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup même de décrochage, d'anxiété, de dépression, surtout chez les adolescents. Puis c'est ça, les élèves, comme on dit, les élèves en difficulté. Les élèves qui sont forts, mais il y a l'aspect santé mentale aussi. Mais les élèves faibles aussi, c'est là comme on dit, ils tombent dans les cracks. Donc cet aspect-là, ils se sentent dépassés. Donc c'est un aspect extrêmement important. Donc, encore, je fais la liaison avec ce que Olivier a présenté, les trois présences ici, sociale, cognitive et teaching presence. Bien, on parle de cette fluidité-là entre ces trois présences-là. Cette fluidité-là, mais cette synergie-là, parce que les théories de complexité que j'ai travaillé avec ces concepts-là, donc c'est vraiment, on parle d'écosystème, puis chaque élément influence l'autre. Donc, les éléments ne sont pas séparés, mais ils sont toujours en interrelation. Et si un élément n'est pas présent, ça affecte les autres éléments. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important. Et l'image ici, je trouve que ça représente toujours, on parle de complexité, mais c'est toujours en mouvance. Donc, c'est toujours en action. Il n'y a pas juste, là, on fait la présence cognitive, là, c'est l'aspect social. C'est ensemble.
OK. Donc là, je passe à la partie très pratique. Je suis allée très, très vite parce que je suis préoccupée par le temps un peu. Donc, c'est une recherche-action collaborative. Donc, c'est sous le parapluie de la recherche participative. Donc, sous un paradigme vraiment qui implique les acteurs, les participants à la recherche sont des acteurs actifs dans le processus. Donc, ce n'est pas moi, la chercheuse qui vient, qui fait son projet avec les enseignants, qui prend toutes ces données puis qui s'en va, là, puis qui publie. Ce n'est pas ce type-là de recherche. C'est vraiment, comme on dit, on va co-construire ensemble. Donc, c'est toute une équipe. Donc, j'ai 3 enseignantes, Tori, Erin, Alex, qui sont complètement en ligne depuis le mois de septembre parce que les parents de Rocky View School Division avaient le choix au mois de septembre s'ils voulaient. Puis, je sais que, par exemple, ici, certains conseils scolaires francophones ont donné aussi cette possibilité-là aux parents de choisir s'ils voulaient aller complètement en ligne ou face à face. Donc, eux étaient complètement en ligne. Ils sont de deuxième, première année jumelée en ligne et 3e année. Et puis, on a Caroline qui est en 3e année, mais qui est en présentiel. Mais comme on sait, on a fait le va-et-vient entre en ligne et présentiel en raison du confinement et tout. Et Maggie et Jean-François aussi qui sont, eux, au secondaire et qui ont vécu vraiment cette hybridité-là. Et vous allez voir aussi à la fin ce que Jean-François, ce qu'on a découvert, une nouvelle possibilité co-modèle aussi avec un outil qu'on appelle le hibou, le A. Et on a l'appui d'une directrice d'école, Stécie Poitier, une conseillère pédagogique et notre propre conseillère technopédago avec nous, Malaika, qui a aussi terminé sa maîtrise à Laval en éducation, technologie éducative. Donc, c'est une équipe ensemble qui travaille. Donc, ensemble, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé à la création de leçons pour différents types de classes virtuelles. Donc, si je ne vais pas tout nommer, mais l'emphase aussi, c'était vraiment qu'est-ce qu'on va faire dans les classes virtuelles et comment on va faire le lien avec les activités asynchrones. Donc, comme j'ai dit, la pratique en grand groupe, en petit groupe, même individuel, toujours asynchrone, enseignement explicite, modelage qui est extrêmement important, l'enseignement guidé, petit groupe qui cible des besoins spécifiques des élèves. Donc, il va y avoir des moments où est-ce qu'on va rencontrer toute la classe. Il va y avoir des moments où est-ce qu'on va rencontrer seulement des petits groupes selon le besoin spécifique, soit en littératie, encore une fois, en numératie. Il va y avoir de l'accompagnement et de l'enseignement individuel aussi. Il va y avoir aussi la question des évaluations formatives, les évaluations sommatives qui va se passer aussi en ligne. Donc, c'est ce qu'on a travaillé ensemble au niveau des classes virtuelles. Et ce qu'on a travaillé aussi, on a essayé de bâtir ensemble, c'est des activités en préparation à la classe virtuelle, après la classe virtuelle, et ça va et vient là, comme j'expliquais, des activités de renforcement, mais toujours en lien avec ce qu'on présente, les centres d'apprentissage en ligne, l'activité d'évaluation formative, sommative, les activités avec différents appuis, les approches d'enquête, manipulation, des activités de collaboration en ligne aussi, Google Classroom, Minecraft. Donc, c'était notre travail. Ensemble, on a essayé de penser. Donc, plus qu'une tête, ça va. Donc, une idée de l'horaire d'une journée complètement en ligne. Donc, il y avait toujours cette réunion-là du matin, synchrone avec l'ensemble du groupe. Et ça, c'est devenu extrêmement important. Quand je reviens sur l'aspect de santé mentale, socio-affectif, ce qu'on voit, c'est que les élèves avaient besoin de se sentir
faire partie d'une communauté. Donc, ces moments-là étaient vraiment pour créer cette communauté-là d'apprentissage, un sens de belonging, d'appartenance à un groupe. Et encore une fois, au niveau secondaire, ce qu'ils ont fait pour les élèves qui étaient, parce que comme je vous ai dit, pour certains élèves qui étaient en ligne et d'autres en salle de classe, ils les rassemblaient ensemble. Et là, ils avaient ces moments-là où est-ce qu'ils discutaient, ils parlaient. Ça pouvait être des blagues, ça pouvait être un partage. Je vais vous donner des exemples de ce qu'ils ont fait, mais c'était essentiel. Ensuite, il y avait des moments synchrones où est-ce que il y a un enseignement explicite, un modelage, une pratique guidée en grand groupe. Il y a aussi, comme j'ai mentionné tantôt, l'enseignement guidé en petits groupes ciblés. Donc, par exemple, ce groupe-là, à une telle heure, devait être en ligne, synchrone, parce que l'enseignant travaillait un aspect spécifique avec lequel les élèves semblaient avoir des difficultés ou des lacunes ou avaient besoin de détaillage. Et il y avait la pratique autonome en asynchrone. Et donc, il y a ce retour-là entre synchrone, asynchrone, synchrone, asynchrone, synchrone, toujours cette spirale-là. C'est juste un modèle ici aux États-Unis aussi qui représente comment on organise cette journée-là lorsqu'on est en ligne aussi. Et ce qui est important pour nous aussi de mentionner, c'est que ce projet-là prend place dans un contexte d'enseignement de langue seconde, donc c'est en immersion française. Donc, ça veut dire qu'il y avait une très grande préoccupation de la part des parents et des enseignants, mais les parents nous disaient, OK, qu'est-ce qui va se passer avec la langue? Parce que la langue, là, ça ne se fait pas juste à l'écrit, là. Il faut être capable d'apprendre la langue, il faut la vivre, il faut l'utiliser, il faut parler, il faut entendre et tout ça. Ce n'est pas juste écouter des vidéos qui vont nous permettre de développer nos habiletés, nos compétences en langagère, en langue seconde. Donc, c'est pour ça que toute cette réflexion-là. Donc, ce que vous allez voir, c'est ça. Ce sont des exemples très, très pratiques. Et je regarde là. OK, je suis rendue à 18 minutes. OK. Donc, ça va, Lise? OK. Donc, une chose qui est très importante aussi, c'est qu'ils ont vraiment introduit des concepts de citoyenneté numérique à travers leurs activités synchrones. Et on sait très bien présentement, j'ai même écrit un article à ce sujet-là, il y a beaucoup de problématiques avec l'enseignement en ligne, les comportements des élèves et inappropriés, les discours haineux, racistes et tout ça. Et une des raisons, c'est que c'est ça, c'est que les élèves, même les enseignants, n'ont pas ces compétences-là, ne savent pas comment gérer ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis aussi l'emphase de comment intégrer cette citoyenneté, les concepts de citoyenneté numérique dans le cadre de l'enseignement en ligne et l'enseignement hybride aussi. Donc ici, ils ont... Puis ce qui est très important, c'est qu'on parlait l'autonomie des élèves, d'engager les élèves dans ce processus-là. Ici, c'est un exemple où est-ce que c'est les élèves qui ont construit leur propre étiquette. Et donc, comme je vous disais, la présence socio-émotionnelle est très importante. Et puis, l'importance de créer une communauté d'apprentissage, cette connectivité-là. Donc, ici, c'est une des activités, par exemple, les profs étaient incroyables. Les activités qu'il développait là. Et puis, donc, ici, c'était une journée des chandails moches et donc des pulls moches. Et donc, les élèves venaient avec un différent chandail, quelque chose. Puis, donc, ils parlaient de leur chandail, on riait, posaient des questions, tout ça. On utilisait la langue aussi. Donc, c'était une autre façon. Et comme je disais tantôt, donc, il y a cette possibilité-là de se parler. Et donc, on sait très bien que, par exemple, je prends en bas, pour les petits, parler, lorsqu'un petit, si vous êtes parent, si vous avez eu des jeunes enfants, vous savez que perdre les dents, OK, c'est un événement, OK? Donc si un élève perdait une dent, tout ça, donc il partageait, il montrait sa dent, donc tout le monde disait, bravo, tu as perdu ta dent, la fée des dents va venir aussi. Donc, les anniversaires, ils partageaient leurs animaux domestiques, leurs talents aussi.
ici. Et puis, encore une fois, des activités où est-ce qu'une journée où est-ce que le thème, c'est on a des animaux, soit qu'on apporte notre animal en peluche ou qu'on amène on présente notre animal domestique ou qu'on se crée comme animal, donc on utilise les filtres. Et moi, je dois avouer que je veux vraiment apprendre comment faire ces filtres-là. OK. Donc, comme je disais aussi, il y a des moments d'enseignement vraiment explicites. Et on parlait aussi des routines. Ici, c'est les routines en littératie. Donc, il y a des concepts qu'on doit enseigner, que ce n'est pas une vidéo, simplement qu'un élève va pouvoir regarder et de comprendre. Et surtout, je parle aussi là, c'est le développement de la littératie, donc le développement en sciences phonologiques. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler avec les élèves. Donc, c'est quelque chose, comme vous voyez, qui se passait pendant les classes synchrones. Okay. Et donc, et à partir de ces éléments-là, comme les sons qui étaient travaillés, par la suite, il y avait ce transfert-là, pour les activités à la maison. Donc, après avoir pratiqué les sons, les sessions, dans les sessions synchrones, les élèves ont un mur de mots à la maison, ils pratiquent, utilisent leurs sons dans leurs poèmes de la semaine. Donc, là, ça devient le travail asynchrone. Mais vous voyez qu'il y a ce lien-là entre ce qui se passe synchrone et ce qui se passe asynchrone, cette fluidité-là. La même chose avec la lecture, donc lecture guidée, mais ça part de qu'est-ce qui a été présenté dans la classe synchrone. Oh! OK. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. OK. Je vais juste arrêter et je pense que j'ai cliqué sur quelque chose qui je ne devais pas. Exit. Donnez-moi, je vais l'arrêter, je vais recommencer. Pas de problème. OK. Je pense que j'ai cliqué ici. Je repars. OK. On essaye encore. Pardon, je n'arrive pas. Il ne me permet pas de bouger. OK, merci. Donc, et la même chose ici. Donc, une activité d'écriture. Donc, on a fait du modelage, de l'échafaudage en salle de classe. Et par la suite, les élèves vont créer leur propre écrit à la maison. Et encore une fois, ils vont revenir en salle de classe et ils vont présenter leur écrit aussi. Donc, il y a toujours cette fluidité-là entre les différentes modalités. Un autre, c'est un projet en études sociales. Donc, elle va travailler, l'enseignante, elle travaille le vocabulaire, elle part d'images, par exemple, et puis elle enchaîne aussi. Donc, ils vont avoir des ressources. Il va y avoir une petite vidéo, il va y avoir des textes à l'écoute parce que là, comme je dis, pour les élèves qui ont de la difficulté à lire, ils vont pouvoir écouter le texte aussi. Et puis, ils vont utiliser ça pour faire leur projet à la maison concernant leur phare. Et puis, ils vont construire leur propre phare. Et je dois avouer que je n'ai pas le temps de montrer je n'ai pas l'accès non plus à une des vidéos. C'est un enfant qui a fait son phare avec Minecraft et c'est incroyable. Donc, ils avaient le choix. Encore là, c'est l'engagement, le principe 3 de la CUA. Donc, où est-ce que les élèves ont leur choix de représenter leurs connaissances aussi. Et donc, c'est ça. Et ils vont faire aussi une présentation. Donc, ils reviennent en salle de classe, puis ils présentent ce qu'ils ont fait. Donc, il y a toujours ceci. Où ils vont aussi mettre parfois leurs vidéos dans Google Classroom. Les autres élèves vont les voir et puis ils vont pouvoir même faire des commentaires sur ça. Donc, en troisième année, la même chose. La construction, j'accélère ici. Donc, il y a la modélisation, travail du vocabulaire, tout ça. Ensuite, il y a ce travail-là qui se fait, qui part de synchrone, qui va asynchrone. Ils font leur défi ici, c'est une activité d'un défi. Donc, ils font ça à la maison.
Et par la suite, ils ont même créé des vidéos, c'était incroyable, dans une gauche où est-ce qu'ils ont mis l'œuf, puis le fait sauter, voir si ça fonctionnait. Et donc, ils ramènent ces vidéos-là, ils les affichent dans Google Classroom, puis ramènent aussi, on en discute en salle de classe. OK, la même chose ici avec leur projet cumulatif. Enrichir une vidéo à propos de la structure. Cette vidéo-là, elle est affichée dans Google Classroom. Et là, on voit aussi le partage en salle de classe. On questionne, on revient sur ça. Donc, ça, c'était pour en ligne. Et j'ai quatre diapos qui me restent, si tu me permets, Lise. Donc, on va essayer de mettre ça en 4 minutes, Martine. OK. Donc, ce qu'on voit, c'est que les enseignants, ce qu'ils ont vécu au printemps passé en ligne, vont ramener de ces pratiques-là pédagogiques, puis vont faire vivre cette hybridité-là dans leur classe présentielle. Donc ici, par exemple, on parle une activité en mathématiques avec les femmes. Donc, les élèves vont construire quelque chose avec les femmes. Ils vont faire la vidéo avec Flipgrid. Ils vont l'afficher dans Google Classroom. Les élèves vont aussi commenter, puis elle va ramener ça dans la salle synchrone, ça veut dire la salle de classe. La même chose avec une leçon en sciences. C'est toujours ce va-et-vient entre les deux modalités. Mais en salle de classe, le synchrone, c'est face à face. Et il y a l'aspect en ligne aussi. Et la même chose avec au secondaire ici. Donc, on utilise beaucoup Google Slides avec Google Classroom, des outils qui sont utilisés en ligne comme Jamboard, Flipgrid, Genially. Donc, ces activités-là se passent vraiment asynchrone en ligne et sont partagées aussi en ligne et en salle de classe. Et la dernière chose que je veux vraiment présenter, parce que c'est vraiment une expérience qu'on a fait ici, c'est que la caméra Ibu. Donc, comme je vous indiquais, puis dans la classe de Jean-François et Maggie au secondaire, il y a eu des semaines qu'ils sont environ une vingtaine d'étudiants dans leur classe, et il y avait des semaines qu'il y avait à peu près 4-5 élèves dans leur classe, les autres étaient en confinement. Donc, c'était un peu, je dirais, la folie. Donc, pour s'assurer que les élèves en ligne ne perdent pas, okay, qu'ils ne soient pas des effets négatifs, le fait qu'ils étaient en ligne. Et donc, on a créé ce contexte-là, cette hybridité-là, où est-ce que les élèves qui sont en ligne sont aussi dans la salle de classe en même temps que les élèves qui en salle de classe. Et l'outil qui est utilisé, c'est la caméra Ibu. Donc, c'est 360 degrés, ce qui fait qu'il ne voit pas juste le prof, il voit l'ensemble de la salle de classe. Et les élèves en salle de classe les voient sur le tableau interactif. On les voit sur l'image à gauche ici. Et pour faciliter aussi, Jean-François utilise une application avec sa tablette où est-ce que les étudiants, soit en ligne ou soit en présentiel, voient ce qui se passe sur son tableau. Il va faire ses explications, tout ça. Et puis, comme je dis, les élèves en ligne peuvent voir, peuvent commenter, peuvent interagir aussi. Donc, on parle maintenant de cette fluidité-là et cette comodalité-là aussi. Donc, et ce que je voulais dire pour le mot de la fin, c'est qu'en fait, on est dans une ère de changement, de transformation, de complexité, comme notre ami Olivier nous a indiqué. Et donc, il y a des nouvelles possibilités qui se présentent à nous. Et je pense que c'est ça c'est important de réfléchir et de s'adapter aussi. Donc, je vais m'arrêter sur ceci. Merci beaucoup. Merci Martine pour la course que tu viens de faire. Merci en fait à vous deux, Olivier et toi, pour ces présentations qui se complètent vraiment. Parce que d'un côté, on a entendu tout ce qui est modèle, principe et pensée reliés à la FAD. Et toi, tu es venu renchérir à ça et regarder comment cela a été adopté dans la modalité hybride en ligne. Tu as présenté la recherche que tu as fait avec les enseignants au niveau des écoles primaires. Il faudrait qu'à un moment donné, on présente aussi ce qu'on fait à l'université.
parce que Martine et moi, à l'Université de l'Alberta, c'est ça qu'on fait. On a mis en place le modèle de modalité d'hybride en ligne. Alors, je pense maintenant, c'est le moment. Je pense que vous avez encore ça frais dans la tête. Merci de rester là. On va commencer les groupes de discussion.